Ils ne se sont fait aucune concession. Pendant 4 heures, les 11 candidats à l'Élysée ont débattu à la télévision française. Des échanges qui ont parfois été musclés. Analyse à suivre de Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. L'horreur en Syrie, une attaque chimique présumée a fait 58 morts et 170 blessés à Idlib, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'hôpital qui accueillait certains blessés a ensuite été bombardé 2 fois. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en séance extraordinaire dès ce mercredi. La Guyane, toujours dans l'impasse. Ce mardi, des délégués et des manifestants ont décidé d'occuper le centre spatial de Kourou. Les manifestations, elles, se poursuivent 2 semaines après le début du mouvement social. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre sur France 24. C'était donc un moment historique sous la Ve République. Les 11 candidats à l'élection présidentielle française se sont affrontés ce mardi soir dans un débat inédit. Modèle social, sécurité, chômage, avenir de l'Europe. Pendant 4 heures, les échanges ont parfois été vifs entre les prétendants à l'Élysée. On va écouter certains d'entre eux. Question posée, comment comptez-vous redonner du travail aux Français ? Je demanderai au Parlement de libérer le marché du travail, de permettre la libre négociation par accord majoritaire dans les entreprises sur le temps de travail, de rénover le code du travail autour des normes sociales fondamentales. Je suis en désaccord total avec ce que vient de dire M. Fillon. Pas question qu'il y ait un code du travail par entreprise, pas plus que, comme je l'ai déjà dit, un code de la route par rue. Tout ça est absurde. Et ce que M. Fillon a oublié de nous dire, c'est qu'il va faire d'abord un plan social de 500 000 destructions d'emplois dans la fonction publique, oui, pour commencer. Donc il a intérêt à créer beaucoup d'emplois s'il veut pouvoir réduire le chômage. C'est inacceptable que des personnes viennent de Roumanie, de Pologne, d'Espagne et ne payent pas les charges sociales quand nos artisans, nos indépendants les payent. Aucun d'entre vous n'a osé supprimer cette directive, vous l'avez même signée. Pour Roselyne Febvre, chef du service politique ici à France 24, ce débat a permis aux candidats moins connus de se révéler au grand public. L'occasion aussi pour les favoris d'attaquer leur adversaire direct. On va l'écouter. Dans les petits candidats, il y a Nicolas Dupont-Aignan qui était très incisif, très présent dans ce débat. Nathalie Arthaud aussi, de Lutte ouvrière, très présente, une tirade plutôt réussie contre les souverainistes. Et dans le fond, elle leur disait vous croyez que tous les maux viennent de l'Europe? C'est pas l'Europe, c'est le problème du grand capital. Donc toujours un peu la même rengaine, à Lutte ouvrière, mais elle était plutôt bonne dans ce qu'elle faisait. Alors Jean Lassalle, lui, c'est le député Berger, vous savez, celui qui chante à l'Assemblée nationale, qui était un peu pittoresque, on ne comprenait pas toujours ce qu'il racontait. On se demandait comment les uns et les autres n'avaient pas quelques fous rires. Parfois, Macron a esquissé un sourire, c'était difficile de ne pas faire autrement. Et puis Philippe Poutou a eu des bons moments aussi. Il a fait le show. Il s'est offert un petit show, notamment sur la moralisation de la vie politique. Et il a dit en fait un peu tout haut ce que certains pensaient tout bas, notamment vis-à-vis de François Fillon qui a réagi, qui n'était pas très content. Donc voilà, des gros candidats qui laissait un petit peu la place aux petits. Il y a eu une prise de bec entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur l'Europe, chacun sur, dans le fond, leurs adversaires directs, puisque tous les deux sont les favoris pour l'instant de ce premier tour. Marine Le Pen a moqué les vieilles badernes d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Il y a eu un accrochage aussi, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe également. C'est vrai que tous les deux, non pas Stallone, mais depuis le premier débat, Jean-Luc Mélenchon a dépassé Benoît Hamon, ce qui est un vrai problème pour le candidat socialiste qui essaye de rattraper, et qui a essayé d'être plus présent. Jean-Luc Mélenchon qui était plus effacé que la première fois, où il était, dans le fond, il avait joué les agents d'ambiance. Là, il était plus mesuré, parce que voilà, on ne peut pas faire à chaque fois le spectacle. Et puis Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon, puisqu'on a vu que dans les sondages, François Fillon s'était un peu tassé et que, par magie, Nicolas Dupont-Aignan avait pris quelques points. Il s'agissait de récupérer les votes. Il s'agissait de... Voilà. Donc chacun, dans le fond, attaquait son adversaire, direct.
Voilà pour ce débat. Où s'arrêtera l'horreur en Syrie? Ce mardi, une attaque chimique présumée a fait au moins 58 morts et 170 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cela s'est passé dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. Et ce n'est pas tout. L'hôpital, qui accueillait une partie des blessés, a ensuite été bombardé à 2 reprises. Cécile Galluccio. C'est un médecin bénévole de la province d'Idlib qui filme pour montrer au monde entier les ravages du gaz toxique. Car pour lui, aucun doute, Khan Cheikhoun, la ville du nord-ouest de la Syrie, a bel et bien été la cible d'une attaque chimique. Ce n'est pas du chlore, nous ne sentons pas le chlore sur ce patient. Les attaques au gaz continuent chaque jour et rien n'est entrepris pour les arrêter. Nous allons garder tous les vêtements comme preuve dans des sacs scellés. Si quelqu'un veut enquêter, s'il vous plaît, contactez-moi, on a les preuves. Vers 6h30 du matin mardi, les habitants d'Idlib ont été tirés de leur sommeil par des bombardements aériens. Depuis, les hôpitaux de la région sont débordés. Intoxication, suffocation, évanouissement. Parmi les victimes, de nombreux enfants. J'étais endormi quand on a été frappé. Je suis allé dehors avec papa, mais il y avait des blessures sur ma tête. Je me suis endormi et je me suis réveillé ici. D'autres hôpitaux sont mieux équipés et disposent de fioles d'antidote. Mais pas assez, compte tenu de la violence de l'attaque. Nous avons dû transférer des patients en Turquie, mais malheureusement la distance est longue et pendant le trajet, beaucoup de personnes meurent. Pour l'heure, l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'est pas en mesure de donner la nature du gaz, ni même l'origine de cette frappe aérienne. À plusieurs reprises par le passé, des accusations d'utilisation d'armes chimiques ont été émises, notamment dans la région de la Ghouta, près de Damas, en août 2013. L'ONU avait alors parlé de preuves flagrantes d'utilisation de gaz sarin. Les pays occidentaux avaient tenu le régime syrien responsable de cette attaque. Damas l'avait imputé aux rebelles. Et de nombreuses chancelleries n'ont pas tardé à pointer du doigt le régime syrien qui a démenti catégoriquement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit lui se réunir en urgence dès ce mercredi. Ethan Nagy. Les réactions indignées se sont multipliées. La communauté internationale n'a pas de mots assez forts pour condamner l'attaque. Les armes chimiques sont les pires crimes de guerre. Et peu importe les responsables de cette attaque, ils devront rendre des comptes. Ce qui s'est passé ce matin, nous en avons discuté avec Federica Mogherini, est horrible. Il y aura une réunion du Conseil de sécurité à ce sujet, pour que les responsables soient clairement identifiés et rendent des comptes. Une enquête de l'ONU a été ouverte pour faire la lumière sur cette attaque chimique présumée. Pour Theresa May, la communauté internationale doit agir vite pour arrêter la souffrance du peuple syrien. Je suis horrifiée d'apprendre qu'il y aurait eu des attaques chimiques dans le sud d'Idlib perpétrées par le régime syrien. Si cela est avéré, alors ce sera une preuve supplémentaire de sa barbarie. François Hollande, qui n'a jamais caché son hostilité envers le régime syrien, a de nouveau évoqué la responsabilité de Bachar el-Assad dans un communiqué. Une fois encore, le régime syrien va nier l'évidence de sa responsabilité dans ce massacre. Comme en 2013, Bachar el-Assad compte sur la complicité de ses alliés pour bénéficier d'une impunité intolérable. La Maison-Blanche a également réagi en dénonçant une attaque répréhensible. Damas se défend d'avoir utilisé des armes chimiques et dénonce des accusations calomnieuses. Son allié Moscou rejette toute implication dans le raid aérien. En Russie, les enquêteurs annoncent avoir identifié l'auteur de l'attentat suicide commis lundi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Il s'agirait d'un homme de 22 ans, né au Kyrgyzstan et de nationalité russe. Le bilan s'est alourdi ces dernières 24 heures puisque les autorités parlent désormais de 14 morts, dont vraisemblablement le kamikaze. Elliot Samuel. À l'entrée du métro, elles s'accumulent progressivement. Quelques fleurs et une pensée émue en hommage aux victimes de l'explosion de Saint-Pétersbourg. J'ai vraiment eu peur, je ne voulais aller nulle part avec le métro car j'étais très inquiète. Hier, tout le monde appelait tout le monde pour savoir comment chacun allait. Hier soir, c'est Vladimir Poutine qui est venu déposer une gerbe à proximité du lieu de l'explosion. Il est 14h40 hier quand le métro termine sa course dans cette station après la déflagration. Certains se précipitent dehors,
passent à travers les fenêtres qui viennent d'être soufflées. D'autres se frayent difficilement un passage. Puis les premières victimes sont évacuées. Le bilan est désormais de 14 morts et une cinquantaine de blessés. Les autorités affirment ce mardi avoir formellement identifié l'auteur présumé de l'attentat. Âgé de 22 ans, il est originaire du Kirghizistan, ex-république soviétique d'Asie centrale. Un pays qui, avec la Tchétchénie et l'Ouzbékistan, a fourni un nombre important de combattants au sein du groupe État islamique en Irak et en Syrie. Mais pour l'heure, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Et sachez qu'en signe de solidarité avec les victimes de cet attentat, la Tour Eiffel s'est éteinte ce mardi soir, initiative de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Voilà pour la Dame de Fer. Dans le reste de l'actualité, les établissements d'enseignement étrangers qui ne disposent pas de campus dans leur pays d'origine ne sont plus les bienvenus en Hongrie. C'est le sens d'un vote du Parlement ce mardi, particulièrement visé l'Université d'Europe centrale, créée en 1991 par l'Américain George Soros. Elle est accusée par le président Orbán de financer l'opposition libérale. Ashren Verdian. Par 123 voix contre 38, la loi est adoptée. Elle prévoit qu'aucune université non européenne ne pourra délivrer de diplôme hongrois sans accord préalable avec le gouvernement et sans avoir un campus dans le pays d'origine. Il est contraire aux intérêts de la Hongrie d'héberger de tels établissements, soutenus financièrement, qui échappent aux règles du jeu démocratique, qui ont pour objectif de nuire au gouvernement ou aux dirigeants légalement élus et qui tentent de modifier la décision des urnes. Principale visée, la CEU, l'Université d'Europe centrale, fondée après la chute de l'URSS par le philanthrope américain d'origine hongroise George Soros. Elle a formé depuis 14 000 étudiants, parmi lesquels de nombreux dirigeants d'Europe centrale. Viktor Orbán, de son côté, a lui-même été boursier de la fondation Soros durant ses études à Oxford. Or, le président hongrois accuse aujourd'hui l'institution d'ingérence dans les affaires de la Hongrie et de financer l'opposition libérale. Mais l'université CEU est très populaire, ce serait même le meilleur établissement d'enseignement supérieur du pays. Avant même le vote de mardi, des milliers de Hongrois sont descendus dans les rues pour protester contre le projet de loi. De nouvelles manifestations sont prévues à Budapest. Ce revers pour Patrice Talon au Bénin. À la surprise générale, le Parlement a refusé d'examiner le projet de révision constitutionnelle du président. Une majorité des 3/4 était nécessaire pour cela. Un projet pourtant phare de Patrice Talon avec la mise en place notamment d'un mandat présidentiel unique. 2 semaines après le début d'un mouvement social sans précédent, la Guyane est toujours paralysée. Ce mardi, Kourou a été le théâtre de nouvelles manifestations. Des délégués de manifestants ont ensuite décidé d'occuper le centre spatial de Kourou, le site d'où décollent les fusées européennes Ariane. Une sortie de crise semble donc encore loin en Guyane. Pour en parler, nous sommes en ligne avec notre envoyée spéciale à Kourou, Fanny Lothaire. Bonjour Fanny, que recherchent les manifestants avec cette occupation du centre spatial de Kourou ? Eh bien, ils cherchent tout simplement à avoir une réponse, à obtenir, à être entendus par Paris et par l'Europe s'il le faut. Derrière les grilles, les gendarmes mobilisés, des centaines de manifestants sont rassemblés par petits groupes, en famille, entre amis, entre collègues. C'est un sitting géant, on chante, on se repose, mais dès que notre regard s'arrête sur eux, les voix reprennent en chœur. Déterminés, voilà ce que crient les Guyanais depuis maintenant plus de 2 semaines. Ils viennent de tout le département, camper devant ce SSG, le centre spatial de Guyane, en soutien à la trentaine de représentants des collectifs qui sont toujours dedans et qui ont annoncé ne pas quitter la salle de réunion du directeur du centre spatial avant d'obtenir une réponse de Paris, une occupation pacifique. Le directeur est libre d'aller et venir s'il le souhaite. L'ambiance n'est pas du tout tendue. Le montant de leurs revendications s'élève à 3 milliards d'euros pour faire décoller la Guyane. Certains membres viennent tout juste de sortir et de s'exprimer devant une foule silencieuse, attentive par mégaphone, pour expliquer qu'ils resteraient s'il le faut jusqu'à jeudi à l'intérieur pour attendre le Conseil des ministres mercredi matin, mais aussi la venue du PDG d'Ariane Espace attendu jeudi, donc ici à Kourou, pour peser, il l'espère, dans les négociations. Fanny Lothaire en direct de Kourou. Merci Fanny. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.